Laurence Ndong, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheuse, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru cette année chez l'Harmattan, dont le titre est « Gabon, pourquoi j'accuse ». Vous êtes ici en France très impliquée dans les rangs de l'opposition à Ali Bongo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les raisons pour lesquelles vous contestez les résultats officiels de l'élection présidentielle du 27 août, par laquelle Ali Bongo est reconduit dans son mandat présidentiel? Pourquoi nous contestons les résultats? Donc nous les contestons parce qu'au Gabon, et je crois que c'est partout comme ça, en France aussi, lors d'une élection, dans les bureaux de vote, il y a des commissions électorales. Et dans chaque commission, il y a des représentants de tous les candidats qui concourent à cette élection, avec chez nous, malheureusement, des observateurs nationaux et internationaux à cause des nombreuses fraudes que l'on a souvent observées lors de divers scrutins. Et donc, dans cette élection, ça n'a pas manqué. Il y avait donc dans chaque bureau de vote un représentant de l'opposition. Alors après la fermeture des votes, le dépouillement est public. Donc, il y a des citoyens peuvent y assister. Donc, ils ont les résultats, bureau de vote par bureau de vote. À la fin du décompte, ces résultats sont consignés dans un procès-verbal. Ce dernier est photocopié et remis aux représentants de chaque candidat qui était au bureau de vote. Donc, ce qui fait que nous avons donc les procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Le parti d'Ali Bongo les détient et en même temps, les observateurs de l'Union européenne qui avaient des observateurs dans un grand nombre de bureaux de vote aussi détiennent une copie de ces procès-verbaux. Et donc le total de toutes ces voix que vous avez, vous, de votre côté centralisé, donnerait Ali Bongo perdant? Énormément. Ça veut dire que les Gabonais ont effectué un vote sanction. Ils pensaient qu'en ayant modifié notre constitution depuis son père, en ayant fait une élection présidentielle à un tour, que c'était à leur avantage. Mais là, les Gabonais ont manifesté leur ras-le-bol des 50 ans du régime Bongo PDG qui a ruiné le pays. Et M. Jean-Ping a obtenu au bas mot 77% des voix, normalement. Alors, vous parlez d'un vote sanction. Qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabégie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit, notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Il n'a pas respecté l'article 14 de notre Constitution, qui dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé au pouvoir. Cette agence nationale des grands travaux est chargée d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour évidemment leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc, il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'Agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Donc, il emporte à fois avec l'article 14 de la Constitution. Il va plus loin. Il signe 70% des marchés de l'Agence nationale des grands travaux, gré à gré,
sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits avérés. Lorsque le scandale a éclaté, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est dissoudre l'Agence nationale des grands travaux. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui a organisé le pillage de l'État, et aujourd'hui, les sociétés, les PME sont en train de fermer les unes après les autres, elles licencient, puisqu'elles n'avaient pas de marché. Je vais prendre un exemple simple pour bien éclairer ce que je dis. On nous dit qu'Ali Bongo a fait des hôpitaux. Pourquoi il fait des hôpitaux? Il en a fait. Il est même allé jusqu'à détruire un hôpital emblématique construit par Omar Bongo Ondimba, auquel il avait donné le nom de sa mère, parce que ça se passe comme ça chez nous. Il a détruit cet hôpital sous prétexte qu'il avait de l'amiante. Même bâtiment, on peut le désamianter, parce qu'il fallait le reconstruire. Pourquoi il reconstruit? La seule entreprise qui a reçu l'exclusivité pour construire les hôpitaux au Gabon, c'est l'entreprise Vamed. Elle est dirigée par M. Tomassini, qui est, lui, conseiller spécial du président de la République avec bureau à la présidence, qui est gérant de l'entreprise dans laquelle Ali Bongo est actionnaire majoritaire. Donc, alors, vous voyez le genre de choses dans lesquelles il est allé, et les Gabonais aujourd'hui le savent. Mais pendant ce temps, excusez-moi, je vais terminer, pendant ce temps, la misère des Gabonais s'est accrue parce que les services sociaux de base ont été mis de côté. Alors justement, on va revenir là-dessus, mais vous évoquez la corruption, les marchés de gré à gré. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui donne sur le golfe de Guinée. C'est un petit pays, mais qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Ces ressources naturelles, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas profité aux Gabonais? On pense évidemment d'abord au pétrole. C'est le grand paradoxe du Gabon. Et c'est ce paradoxe-là qui nous emmène aujourd'hui à nous battre corps et âme. Parce qu'au moment des indépendances, le Gabon n'avait que 400 000 habitants. En 1960. Lorsqu'il y a eu le boom pétrolier de 1973, le Gabon aurait pu être entièrement construit, les Gabonais auraient pu être mis à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous assistons à 60 ans d'enrichissement illicite d'une oligarchie au détriment de l'ensemble du peuple. Nous avons un pays immensement riche avec la grande majorité de la population qui est immensément pauvre. Et c'est cela que nous ne voulons plus supporter aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'Ali Bongo, il est dans la démence, il est mythomane. Et avec ça, il se présente comme le candidat du changement. Il dit il incarne le changement, mais il incarne quel changement? Puisqu'il est dans la continuité de ce que son père a commencé, et même ce qu'on lui reproche, c'est qu'en 7 ans, il a pillé plus que son père en 42 ans. Et ça, les Gabonais ne sauraient l'admettre, ne sauraient l'accepter. Et c'est faire injure aux Gabonais que de penser qu'un gouvernement, qu'un système qui les a autant appauvris, autant avilis, privés de liberté, liberté d'expression, liberté de manifester, parce que sous Ali Bongo, on est revenu à un régime hyper-stalinien. Les manifestants sont arrêtés, les leaders syndicaux sont arrêtés, les leaders de la société civile sont arrêtés. Nous avons actuellement Jean Yama qui est en prison, Olo qui est en prison, nous avons Landry Amian qui est en prison, Bertrand Zibi, ancien député, parce qu'il a eu le malheur de démissionner en plein meeting pour faire comprendre à Ali Bongo que sa région n'avait toujours pas d'électricité. Il a été arrêté de façon arbitraire. Aujourd'hui, il est torturé. Nous ne savons pas où il est. Alors là, vous décrivez un régime autoritaire, corrompu. Est-ce que ce régime aurait pu avoir une telle longévité sans la complicité de l'ancienne puissance coloniale, de la France, de ces grandes entreprises qui, pour certaines, exploitent une partie de ces ressources naturelles ? Cette question va de soi. Je pense qu'il y a eu des journalistes français qui ont fait des reportages là-dessus. Monsieur François-Xavier Verschave, à qui je rends hommage, a écrit de très belles choses sur la France-Afrique. Il nous a révélé les dessous de ce système, de comment ça fonctionne. Pour revenir à monsieur Ali Bongo Ondimba, à Bongo Ondimba Ali, donc un apogée Boa, parce que c'est comme ça que les Gabonais préfèrent l'appeler. Donc pour revenir à lui, monsieur Nicolas Sarkozy ne s'était pas caché en 2009 des soutiens apportés à Ali Bongo. Il a orchestré son passage en force avec le soutien patent de M. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été le premier à le féliciter. Aujourd'hui, je pense que la donne change un tout petit peu, parce que ça fait une semaine que M. Ali Bongo s'est proclamé vainqueur, mais n'a reçu les félicitations d'aucun chef d'État. Même si en coulisses, on dit que Nicolas Sarkozy l'aurait encore félicité, je le classe sous le coup de la rumeur, parce que j'ai pas entendu la fameuse déclaration, mais c'est clair
que le système Bongo PDG s'est maintenu avec le soutien et l'appui de la France-Afrique. Nous avons d'ailleurs une base militaire française au Gabon qui, à chaque fois que le pouvoir a vacillé sous la pression de la population, s'est toujours arrangé à le ramener au pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons que les Français, les politiques français, quand il faut nous imposer des chefs d'État, ils ne parlent pas d'ingérence, mais quand il faut les enlever, parce que là, la fraude Ali Bongo Ondimba est prouvée. On a basculé dans des massacres parce qu'il a engagé des milices. Parce qu'en France, ici, on est sous le coup de Vigipirate. On voit des militaires partout, ils ne sont pas cagoulés. Ceux qui circulent au Gabon depuis des mois sont cagoulés. Alors, on va revenir après sur les violences post-électorales et sur le bilan de ces violences. Mais vous soutenez Jean Ping, qui a réussi à incarner finalement l'alternance. Mais Jean Ping, il a eu aussi un parcours au sein de ce pouvoir, de ce système. Il a été un des classiques du régime. En quoi est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui une rupture finalement, puisqu'il a participé à ce régime? Il était très proche, on sait, d'Omar Bongo. Il a eu plusieurs fonctions ministérielles. Cette question est récurrente. Elle revient souvent. Je voudrais vous prendre l'exemple du Sénégal. Macky Sall, il a travaillé avec Abdoulaye Wade. Le président du Burkina, Roch Kaboré, il a travaillé avec Compaoré. Parfois, ceux qui ont été dans la machine, qui l'ont vu fonctionner de l'intérieur, se révoltent encore plus que ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas accès à certaines informations. Je vous prendrai pour exemple le deuxième vice-premier ministre du dernier gouvernement d'Ali Bongo, qui a démissionné il y a 2 jours, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui démissionne à cause des massacres et qui invite Ali Bongo à reconnaître la victoire de Jean Ping. Donc, les êtres humains ont des consciences. N'oubliez pas que nous étions dans un régime de parti unique. Lorsque M. Jean Ping termine sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, il est engagé à l'UNESCO. De par ses compétences. C'est en étant fonctionnaire international à l'UNESCO qu'Omar Bongo Ondimba entend parler de lui et vient le chercher à l'UNESCO. Il en fait d'abord le délégué permanent du Gabon à l'UNESCO. Ensuite, il lui demande de rentrer pour travailler dans son cabinet. Donc, Jean Ping a toujours été quelqu'un dont on reconnaît les compétences, qui a travaillé dans un système parce que c'était le système en vigueur. Certains étaient à l'intérieur avec l'espoir de le changer de l'intérieur. Ils n'y sont pas parvenus. À un moment donné, ils décident d'affronter le système en face parce qu'on ne peut pas le changer de l'intérieur. Ça a d'ailleurs été mon cas. J'ai voulu m'impliquer pendant 3 ans dans le parti. Je me suis rendu compte que c'était impossible. La seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est tourner la page de ces 50 ans de Bongo PDG. Et je pense que M. Ping, il a dit, il a été une partie du problème, il en sera la solution parce qu'il a tiré les leçons de la façon dont le pays a été géré pendant 50 ans. Et nous croyons que pour combattre la mastodonte que sont les Bongos, il nous fallait un poids lourd suffisamment outillé et M. Jean Ping l'incarne suffisamment de par sa formation et de par son parcours professionnel. Alors, la répression, elle a commencé pendant la campagne électorale. Des opposants ont été violentés, arrêtés déjà durant la campagne, mais ça s'est évidemment accéléré avec la contestation de la victoire d'Ali Bongo, avec l'assaut du quartier général de Jean Ping, mais aussi une répression extrêmement violente sur les manifestants. Le gouvernement gabonais parle aujourd'hui d'un bilan de 3 morts et d'1 millier d'arrestations. Est-ce que vous partagez ce bilan ? Si le bilan, vous savez, c'est comme les manifestations en France, hein, selon que vous êtes de l'organisation ou de la police, on n'a jamais le même nombre de participants à la manifestation. Donc le gouvernement d'Ali Bongo a commencé la répression bien avant la campagne. Bien avant la campagne, parce que toute manifestation était interdite. Même des élèves qui font une grève pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon, nous avons des salles de classe avec 200 élèves au collège, 100 élèves en primaire, qui n'ont pas de laboratoire. Il y a des lycées, des collèges qui n'ont pas de table-banc. Les enfants apprennent assis par terre. Ces enfants font des grèves pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions d'enseignement. Ali Bongo leur envoie l'armée.
il leur envoie la police, qui viole les franchises scolaires, qui rentre jusque dans l'établissement scolaire pour aller arrêter les élèves et leurs enseignants. On a vécu ça. Ali Bongo a fait pareil à l'université. Les étudiants grèvent. On envoie les militaires établir une base à l'intérieur de l'université. Ali Bongo est venu avec... voilà, c'est un dictateur qui, pour sa seule forme d'expression, c'est de mater tout le monde. On doit se taire. On ne doit rien dire. Regardez, pour revenir sur son ancien ministre, M. Séraphin Mundunga, il a démissionné avant-hier. Entre avant-hier et aujourd'hui, il a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Ils ont débarqué chez lui, ils ont tout cassé. Ils ont tout vilipendé dans sa maison. Donc, alors que ce monsieur avait les ministères avec le plus de portefeuille qu'on n'a jamais vu. S'il y avait un proche d'Ali Bongo, c'était bien Séraphin Mundunga. Mais il a suffi qu'il lui dise « Là, tu vas trop loin, cher ami, pour que tout de suite, il soit la personne à abattre. » Et c'est ça, Ali Bongo. Et ça a été comme ça pendant tout son septennat. Et aujourd'hui, Ali Bongo, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'a même pas l'intention de limiter les mandats. Parce qu'en 1991, nous avions adopté une constitution qui établissait le multipartisme, réduisait le nombre de mandats présidentiels à 2 mandats successifs, qui ramenait le septennat au quinquennat et qui établissait une élection présidentielle à 2 tours. Au fil des années, Omar Bongo, avec la complicité de la Cour constitutionnelle, a retiré de la Constitution l'élection à 2 tours, elle est devenue à 1 tour. Le quinquennat est redevenu septennat et le nombre de mandats est redevenu illimité. Ali Bongo ne parle pas de revenir à cela. Or, avec une telle constitution, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Monsieur Jean Ping s'engage déjà à ne faire qu'un seul mandat et il s'est engagé automatiquement à mettre en œuvre cette réforme constitutionnelle qui va nous placer à nouveau sur le chemin de la démocratie. Donc, lorsque monsieur Ali Bongo se présente comme un démocrate, ce n'est pas vrai. Il ne l'est pas. Parce que cette réforme constitutionnelle, il l'aurait engagée pendant son septennat. Parce qu'on l'a appelé de tous nos voeux. Il a même refusé un dialogue national inclusif auquel la société civile et l'opposition l'ont appelé pendant 7 ans. Donc, il a toujours été dans la répression, sauf que cette répression est de plus en plus grandissante et de plus en plus violente parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé et donc il compte sur la terreur. C'est un terroriste d'État. Il compte vraiment sur la terreur pour que les Gabonais se tassent, se terrent comme des taupes et le laissent faire du Gabon ce qu'il veut. Alors, Jean Ping parle de 50 à 100 morts. Est-ce que vous avez établi une liste des personnes disparues ? Nous avons établi une liste des personnes disparues, en effet. Alors, le cynisme et le sadisme de la milice d'Ali Bongo, c'est que lorsqu'ils tuent, ils emportent les corps. Donc, bientôt, nous découvrirons des charniers. Nous avons déjà des adresses. Nous avons des endroits où on nous a déclaré qu'il y avait des fosses communes. Donc, Ali Bongo vit pour le paraître. Lorsque ce monsieur vient dans la presse et peut tenir des mensonges de façon éhontée à la face du monde, il est convaincu que ce qu'il dit va passer. C'est un enfant gâté qui a été élevé, qui pense que tout est assis. Il suffit qu'il claque des doigts et tout le monde accourt. Il suffit qu'il dise que votre chaise est blanche et que même si vous la voyez noire, vous direz qu'elle est blanche. Ce n'est pas possible. Et donc, Ali Bongo est dans ce déni. Et pour mentir une fois de plus à la communauté internationale, il cache les morts. Il tue, ils emportent les cadavres. Donc, ça nous empêche, nous, de faire véritablement le décompte. Aujourd'hui, il y a des maisons de pompes funèbres comme Kasebga, la gabonaise de sépulture, qui est fermée et où on a interdiction d'accès. On soupçonne des morts entreposées là-bas. TV5 Monde est allé avec son envoyé spécial, est allé à Kasebga. Rien que quand ils ont vu la caméra, ils l'ont violenté. Ils ont repoussé violemment la caméra, ils ont fermé. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi empêcher à des journalistes d'entrer? Donc nous avons un bilan qui est partiel parce que le régime enlève les morts, les entasse, les enterre dans des fosses communes. Donc nous aurons beaucoup de disparus. Nous avons des portés disparus qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Donc les quelques chiffres que nous avons, c'est ceux dont nous avons vu les corps, c'est ceux que les familles ont déclarés, mais les autres sont simplement portés disparus. Et on n'oublie pas qu'il y a quand même eu près de 1998 blessés qui ont pu être recensés, parce que les blessés, eux, ils ne les tuent pas, qui ont pu être recensés et dont certains ont été brûlés à l'acide. Donc ils ont quand même versé l'acide sur des populations. C'est un vrai massacre qui est en train de se faire. Et cette milice, parce que si ce sont des opérations de maintien de l'ordre, ça se passe dans la rue. Mais ils poursuivent les jeunes jusque dans leur maison. Ils vont les tuer dans leur maison. Ils entrent, ils violent les femmes, ils violent les filles, ils violent les mères. Et tout ça, ils pensent que la communauté internationale ne le saura jamais parce qu'ils ont coupé Internet, parce qu'ils ont coupé les réseaux sociaux, parce qu'ils ont brûlé les télévisions de la société civile et de l'opposition. C'est bien beau de dire que c'est Jean Ping qui a organisé les pillages, mais pourquoi Jean Ping irait faire brûler les seules radios par lesquelles il peut s'adresser au peuple? Parce que là, les radios télé Nazareth est brûlée, TV5, TV+, ils ont
saccagé. Donc on voit bien que c'est une action du gouvernement d'Ali Bongo et de ses sbires dans le but de museler l'opposition et de la faire taire à jamais. Alors quelle peut être aujourd'hui l'issue de cette crise? Est-ce que vous allez vous saisir des recours légaux qui sont à votre disposition? Alors, se saisir des recours légaux, c'est comme si le Gabon était un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Ali Bongo viole la Constitution. Ce sont des marchands de tapis qui évoquent la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage. Si on revient sur l'élection présidentielle, que dit le Code électoral? Le Code électoral dit que les résultats sont publiés au plus tard 72 heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais ils ont proclamé 96 heures après. Même ce délai de 72 heures, ils ne l'ont pas respecté. Et donc, les mêmes qui ne respectent pas la loi, parce que M. Ali Bongo sait que la Cour constitutionnelle est dirigée par la maîtresse de son père, qui a eu 3 enfants avec son père, donc qui a des intérêts avec la famille Bongo et qui est à la tête de cette institution depuis 25 ans, depuis 1991, ils ont modifié le texte organique de la Cour constitutionnelle à chaque fois pour permettre qu'elle soit toujours en poste. Ils ont introduit une disposition qui fait qu'elle ne peut être récusée parce que le droit voulant, elle ne peut pas être jugée partie compte tenu de ses liens familiaux avec Ali Bongo. Mais il y a une disposition qui dit qu'elle ne peut être récusée. Donc elle est tenue d'être là. Mais alors si la Cour constitutionnelle est à la main d'Ali Bongo, quelle voie de contestation légale il vous reste? Nous n'avons quasiment pas de voie de contestation légale. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que les résultats, les vrais, soient proclamés. Et en même temps, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, le contentieux doit être vidé au niveau de la Commission nationale électorale. Or là, il n'y a pas eu d'accord, parce que les résultats qui ont été proclamés, les représentants de l'opposition dans la Commission ne les ont pas signés. Donc il y a un contentieux à vider au niveau d'abord de la CENAP avant de faire recours à la Cour constitutionnelle. Or, ils ont déjà transmis les résultats là-bas et ils veulent nous y emmener forcément parce qu'ils savent que la décision sera en leur faveur. Pour bien comprendre, vous demandez en fait la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, parce que nous les avons les procès verbaux. Mais ils savent que sur les procès verbaux, ils n'ont pas pu tricher. Ils ont triché au moment de la centralisation des résultats au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc si on fait simplement une publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme la loi gabonaise ne l'interdit nullement comme ils le disent, par contre ils ont signé un contrat avec la mission d'observation de l'Union européenne et dans ce contrat, il est clairement stipulé que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote, bulletin, procès verbal par procès verbal. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Lorsqu'on est sûr de sa victoire, on refait le décompte. Ils ne veulent pas le décompte parce qu'ils savent qu'ils ont fraudé, mais la fraude est tellement flagrante que le monde entier sait aujourd'hui qu'Ali Bongo est un tricheur, c'est un mauvais tricheur. Alors, Jean Ping appelle aussi au blocage économique du pays avec des grèves. Est-ce que cet appel a été suivi? Est-ce que M. Jean Ping avait besoin d'appeler à la grève pour que la grève soit suivie? La grève va de soi. Vous ne pouvez pas demander à une population que vous venez de massacrer. Il y a des femmes qui chargent leurs enfants. On a suivi le reportage en Corse que je vais citer. Ils ont accompagné une mère qui cherchait son fils depuis le 31. Elle est allée jusqu'à faire le tour des morgues. Et dans certaines, on n'a même pas voulu qu'elle entre. Elle va aller travailler la semaine suivante. On est mercredi, on a décimé une population, massacré une population de mercredi à dimanche, et on leur dit lundi matin aller travailler, alors qu'il y a 1 millier de personnes en prison. Ça n'a absolument aucun sens. Et M. Ali Bongo va, soi-disant, visiter des militaires qui, eux, auraient été agressés par la foule. Mais comme ce sont des piètres comédiens, sous la blouse, on voit le col de la chemise qui est bien repassé. Donc on n'a pas affaire à un blessé, on a bien affaire là encore à de la manipulation parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, Ali Bongo est prêt. Il a tué des Gabonais parce qu'il veut rester au pouvoir. Tant qu'à faire, qu'on lui offre un Gabon mort, on reste chez nous, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. S'il avait besoin de nous, il nous considérerait, il respecterait nos droits, il respecterait le droit de vote de la population, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il va de soi que nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner une économie qui sert à remplir les caisses des bongos, qui sert à leur faire acheter des villas dans le monde entier, qui sert à leur faire acheter des voitures de luxe. L'épouse de M. Ali Bongo est la seule épouse de chef d'État au monde qui a son propre avion privé. Et donc, M. Ping, déjà, n'a jamais appelé à ce blocage. Parce que, où l'aurait-il fait?
il n'avait plus de moyens d'expression puisqu'il n'a pas accès à la télévision d'État. Télé Nazareth, où il aurait pu s'exprimer, était saccagé. TV+, saccagé, les réseaux sociaux bloqués. Donc, il faut comprendre, Ali Bongo veut faire croire que le soulèvement du peuple, c'est un soulèvement manipulé par Jean Ping. Mais ce n'est pas la vérité. Il dit que comment un peuple peut se lever de façon simultanée dans toutes les villes du pays. Ça veut dire que c'est coordonné. Ben non, c'est un ras-le-bol généralisé qui s'exprime. Et ça, M. Bongo ne veut pas le comprendre. Les Gabonais en ont marre. Et aujourd'hui, les Gabonais manifestent dans le monde entier. Donc, si M. Jean Ping a manipulé au Gabon, je ne pense pas qu'il a eu le temps d'appeler à Ottawa, d'appeler à Washington, où les compatriotes étaient hier au Congrès américain, d'appeler toutes les villes de France où il y a des Gabonais. C'est la manipulation. La manifestation qui a lieu aujourd'hui, les manifestations des Gabonais sont un ras-le-bol. Il ne s'agit plus d'un combat entre Jean Ping et Ali Bongo. C'est un combat entre Ali Bongo et le peuple gabonais qui a élu Jean Ping. Et ce peuple gabonais dont ils nient les droits, ce peuple gabonais qu'ils ont opprimé pendant 50 ans et qui maintenant dit non. Et donc, il ne faut pas continuer de présenter ce combat comme deux partisans, deux candidats qui se chamaillent. Non, c'est vraiment le peuple gabonais qui est derrière Jean Ping. Parce que, où sont les partisans d'Ali Bongo ? On ne les a jamais vus, on ne les a pas entendus parce qu'ils n'existent pas. C'est juste une petite oligarchie qui profite des biens du pays et qui veut se maintenir par la force pour opprimer tout un peuple. Mais cette fois-ci, nous leur disons, 2016 n'est pas 2009. Ce qui s'est passé en 2009 ne se reproduira pas en 2016. Donc nous continuons nos manifestations. Samedi à Paris, encore, il y aura une manifestation des Gabonais de France qui viendront de partout pour dire que nous ne sommes pas d'accord et pour exiger aussi une intervention franche de la France qui a contribué à ce qu'Ali Bongo soit au pouvoir. Maintenant qu'elle contribue à le démettre en l'amenant à accepter qu'il a perdu l'élection et qu'il s'en aille. Je vous remercie, Laurence. Donc. Merci à vous. Ce que nous disons, c'est qu'à chaque fois, les faits sur lesquels nous nous prononçons sont des faits observés par nos observateurs. Et là, nous avons effectivement relevé que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats doivent être regardés attentivement. Parce que lorsqu'on prend en compte les non-votants et les bulletins blancs et nuls, nous avons relevé l'anomalie évidente. Exemple très concret, basé sur l'observation directe de nos observateurs, dans une des commissions électorales locales des 15 dans la province de Haut-Ogooué, le nombre de non-votants est supérieur à celui qui a été ensuite annoncé comme la fin du processus par la CENAP. Donc pour nous, il s'agit de continuer à observer l'ensemble du processus en se focalisant sur l'analyse de chaque province. Mais encore une fois, nous nous prononçons uniquement sur ce que nos observateurs ont pu constater sur place. Alors, vous parlez de cette province du Haut-Ogooué. Vous dites que vous n'avez pas eu accès aux résultats d'une autre province, c'est bien cela ? Effectivement, non conformément au protocole d'accord qui a été signé entre la République gabonaise et l'Union européenne, nos observateurs n'ont pas eu accès à toutes les commissions électorales locales et provinciales. Nous avons pu observer dans 7 des 9 provinces et nous avons également pu constater que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats n'ont pas été annoncés publiquement. Donc nous nous prononçons uniquement sur la base de ce que nous avons vu, mais force est de constater que notre accès a fortement différencié en fonction des différentes provinces. Qu'est-ce que vous répondez à Ali Bongo? On vient de l'entendre dans le sujet. Il s'étonne qu'on ne parle pas de la localité où Jean Ping a fait 100%. Est-ce qu'il y a une localité où Jean Ping a fait 100% d'abord? Écoutez, il faut vraiment qu'on soit très clair quant au rôle de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Depuis le tout début du processus, nous rencontrons tous les acteurs de ce processus électoral. Nous discutons avec toute partie prenante. Donc aujourd'hui, pour nous, il ne s'agit pas de se prononcer sur la déclaration d'un tel ou d'un autre. Nous continuons à respecter notre mandat. Alors sur votre mandat, la mission reste ouverte au dialogue avec tous. Alors oui. Sur votre mandat précisément, hier sur notre antenne, Alain-Claude de Bilibinze, le porte-parole du gouvernement gabonais, a affirmé que les observateurs de l'Union européenne avaient outrepassé leur mandat. Je le cite, ils ont voulu transporter des urnes et participer au dépouillement. Est-ce que c'est vrai ?
Ce que moi, je peux dire clairement, c'est que chacun des membres de l'équipe de la mission d'observation électorale a signé un code de conduite et il l'a respecté. Donc pour nous, il s'agit vraiment de continuer en toute neutralité et impartialité, de poursuivre le travail, ce que nous avons fait jusqu'ici. Vous n'avez pas donc outrepassé votre mission selon vous? Non. Les autorités accusent également l'un de vos membres de connivence avec l'opposition, Xavier Nock. Qu'en est-il? Écoutez, d'abord, Xavier Nock n'était pas seul, il était avec un autre expert dans la mission. Ils sont ensemble avec, parce qu'il faut pas citer un seul. Lorsqu'on parle de la mission d'observation électorale, il faut dire qu'il y a une équipe cadre qui est basée à Libreville. Et dans la nuit du 30-31, nous avons tous suivi minute par minute ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que les experts ont continué leur travail comme tout au long de la mission. Le 31 août n'a pas été différent des jours précédents. Nous avons continué à parler avec tous les acteurs, à pouvoir s'adresser aux autorités pour que justement on aille à ce qui est dit dans le protocole d'accord entre la République gabonaise et l'Union, c'est-à-dire que les observateurs, la République gabonaise s'est engagée à avoir accès à tous les niveaux de la compilation des résultats. Donc il est tout à fait normal que nos experts soient sur place, qu'ils puissent parler avec tous ceux qui sont présents. Et sur ce, nous sommes restés et dans le cadre de notre mission et nous avons respecté l'engagement que nous avons pris d'observer et non pas d'intervenir de quelconque manière que ce soit. Maria Gabriel, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que votre mission, la mission des observateurs européens, se termine ici ou est-ce que vous avez des recours? La mission continue son travail. L'équipe cadre est sur place. Nous l'avons dit depuis le tout début, notre travail ne s'arrête pas le jour des élections, il ne s'arrête pas au moment où la compilation est faite et les résultats sont adossés par la CENAP. Nous continuons notre travail d'observation pour observer d'abord jusqu'à demain le délai de 16 heures et les recours éventuels et ensuite, tel que la loi le prévoit, les 15 jours de la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle. Ce qui est important pour nous, c'est que vraiment le processus puisse se poursuivre en toute transparence, d'où notre appel depuis le tout début de la publication des résultats des bureaux de vote et ensuite, évidemment, de faire référence aux voies légales. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est par le biais de la voie légale que la confiance dans ce processus des Gabonais puisse être restaurée. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup, Maria Gabriel, d'avoir accepté notre invitation, observatrice en chef de l'Union européenne. Au Gabon, le bras de fer politique va donc se poursuivre par voie légale. L'opposant Jean Ping, déclaré vaincu à la présidentielle, a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. On écoute l'un de ses avocats tout de suite. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Nous avons exactement 174 PV et lorsque nous compilons tous ces PV, nous nous rendons compte que dans tous les cas, même si on donnait les 30 000 voix restants à M. Ali Bongo, il ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Bonsoir Simon Rodier, notre envoyé spécial à Libreville. Alors Simon, Jean Ping estime avoir constaté des fraudes lors du vote le 27 août dernier. Sur quoi précisément la Cour constitutionnelle va-t-elle se pencher maintenant ? Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, effectivement, le recours qui porte sur les résultats, vous l'avez entendu, du Haut-Ogooué, des contradictions, des anomalies. Le Haut-Ogooué, vous savez, c'est cette province à l'est du pays, pro-Bongo, à tel point que la participation a été très élevée, 99,93%, plus de 95% pour Ali Bongo, ce qui a fait effectivement basculer le résultat. Une commission dans le clamping s'est penchée sur la question ces derniers jours. Ils ont pris le temps de la réflexion donc pour déposer ce recours. Moi, j'ai confiance en la justice, et c'est ce que nous disait tout à l'heure l'avocat, alors que, au départ, il ne souhaitait pas forcément ce recours devant une cour constitutionnelle dont ils n'ont pas vraiment confiance. Il faut confronter les PV que possèdent les candidats. Alors, ils demandent à la Cour constitutionnelle de se pencher sur ces PV et puis aussi une expertise internationale pour garantir la transparence, pour aider à recompter les voix. Le clan Bongo, lui, n'a pas déposé de recours. Pourtant, tout à l'heure, le ministère de la Communication nous disait que les juristes s'affairaient sur des anomalies, là aussi, qui auraient été constatées dans le clamping, mais ils ne sont donc pas allés jusqu'au bout. Concrètement, maintenant, les magistrats de cette Cour constitutionnelle
constitutionnel ont un maximum de 15 jours pour rendre leur verdict. Alors, dans la journée, Simon, le gouvernement gabonais a parlé à la presse. Il a annoncé le report sine die de la mission de l'Union africaine qui devait arriver dans les tout prochains jours. Écoutez le ministre des Affaires étrangères. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Alors justement, Simon Rodier, où en est-on ce soir au niveau sécuritaire à Libreville ? Eh bien, écoutez, lorsque l'on regarde la rue de Libreville, effectivement, on remarque que l'activité est là, les marchés, les magasins sont ouverts. Mais il y a aussi des policiers en faction un peu partout, notamment dans des quartiers de contestation. Et puis surtout, lorsqu'on écoute la rue, on ne sent pas vraiment la sérénité dont parle le ministre de l'Intérieur gabonais. Des gens sont marqués psychologiquement par les violences de la semaine dernière. Certains sortent à peine de détention. Il y a eu des morts également. Quelques-uns sont même marqués dans leur chair par la détention. Alors que restent de nombreuses questions encore sur le déroulé de ces violences de la semaine dernière. Eh bien, tout cela, évidemment, ne permet pas d'apaiser totalement les esprits ici à Libreville. Merci Simon Rodier, notre envoyé spécial au Gabon. Ali va partir, Ali va partir, Ali va partir, Ali va partir, à la CPI, Bongo va partir.
Ouais, ouais. Le chien aboyait, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Décoller maintenant, faire comment? Le chien aboyait, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Oh yo, maintenant faire comment? Oh yo, aboyer, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Oh yo, vous allez faire comment? Oh yo, maintenant faire comment? Oh yo. Équipement! Équipement! Non, non, plus jamais ça! Les dictateurs! Non, plus jamais ça! Les pillards! Non, plus jamais ça! Les vols de mon vote! Non, plus jamais ça! Les crimes rituels! Non, plus jamais ça! Les antidémocrates! Non, plus jamais ça! Les dictateurs! Non, plus jamais ça! Équipement! C'est ce que le Gabon n'est pas mort. Parce que j'ai téléphoné Gabon! Il m'a répondu allô, allô. Il m'a répondu allô, allô. Voilà, j'ai téléphoné d'abord. Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, j'ai dit. Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, j'ai quoi? J'ai quoi? Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, j'ai quoi? Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, je sais! Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, je suis saut. Je suis saut. Il m'a répondu à l'idégage. Il m'a répondu à l'idégage. J'ai téléphoné, je sais il m'a répondu, bravo les gars. Il m'a répondu, bravo les gars. J'ai téléphoné, je ris! Il m'a répondu, bravo les gars. Il m'a répondu, bravo les gars. J'ai téléphoné, je meurs! Il m'a répondu, bravo les gars. Il m'a répondu, bravo les gars! Le destin. Je vous jure que nous allons y aller, quelles que soient les difficultés. Nous sommes venus rendre hommage à nos morts qui ont été abattus sauvagement par une bande de voyous. Celui qui dirige ce pays est un voyou, un assassin. Et tôt ou tard, il finira par le pays. Tôt ou tard, ici-bas ou au ciel, il finira par le pays. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Tant que je suis en vie, de me faire confiance. Quel que soit ce qui se passe, nous devons triompher. Nous allons sauver notre pays. C'est pas moi, c'est le pays. Vous l'avez bien dit, l'a dit. C'est pour notre pays. J'ai lancé un appel partout en disant, si le monde ne nous assiste pas, ça sera considéré comme une non-assistance à peuple en danger. Nous sommes en danger. Pour tout notre pays en danger de mort.
Et donc, ceux qui sont partis, ceux qui nous ont défendus avec le témoignage, nous avons entendu. Il faut leur rendre gloire, il faut leur rendre hommage. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ayez la foi, priez et faites-nous un minimum de confiance. Dans tout ce que nous allons entreprendre, quels que soient les virages, les détours, tout ce que cela peut comporter, nous allons triompher. Ces mercenaires qui pour certains parlent anglais, pour d'autres ont des cicatrices au visage, qui montrent qu'ils ne sont pas d'amour. On nous dit même que d'autres s'exprimeraient en portugais. En tout cas, nous allons défendre notre patrie. Nous allons la défendre et il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous allons triompher. On ne peut pas tuer tout le monde. Et les criminels qui sont là-bas, et ont fait les dégâts que nous avons constatés. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour tuer. Et évidemment, ils ont tué. Je peux vous dire que nous avons déjà porté plainte à la haine. Nous avons déjà porté plainte. Et ils ne savent pas ce qui les attend. Et Dieu est avec nous. Je vous remercie. Au Gabon, la vie reprend petit à petit son cours normal, mais le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition demeure. Chacun campe sur ses positions après la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2016. L'opposition, qui n'a toujours pas déposé son recours à la Cour constitutionnelle, exige un recomptage des voix à la Sénat. Nous posons un problème précis, à savoir la nécessité du comptage des voix. Nous ne disons même pas recomptage, nous disons comptage des voix. Bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Ali Bongo Ondimba élude cette question. Et nous disons, pour recompter les voix, il faut aller là où le problème c'est... Le gouvernement, qu'un système qui les a autant appauvris, autant avilis, privés de liberté, liberté d'expression, liberté de manifester, parce que sous Ali Bongo, on est revenu à un régime hyper stalinien. Les manifestants sont arrêtés, les leaders syndicaux sont arrêtés, les leaders de la société civile sont arrêtés. Nous avons actuellement Jean Yama qui est en prison, Olo qui est en prison, nous avons Landry Amian qui est en prison, Bertrand Zibi, ancien député, parce qu'il a eu le malheur de démissionner en plein meeting pour faire comprendre à Ali Bongo que sa région n'avait toujours pas d'électricité. Il a été arrêté de façon arbitraire. Aujourd'hui, il est torturé. Nous ne savons pas où il est. Alors là, vous décrivez un régime autoritaire, corrompu. Est-ce que ce régime aurait pu avoir une telle longévité sans la complicité de l'ancienne puissance coloniale, de la France, de ces grandes entreprises qui, pour certaines, exploitent une partie de ses ressources naturelles ? Ben, cette question va de soi. Je pense qu'il y a eu des journalistes français qui ont fait des reportages là-dessus. Monsieur François-Xavier Verschave, à qui je rends hommage, a écrit de très belles choses sur la France-Afrique. Il nous a révélé les dessous de ce système, de comment ça fonctionne. Pour revenir à monsieur Ali Bongo Ondimba, à Bongo Ondimba Ali, donc en apogée Boa, parce que c'est comme ça que les Gabonais préfèrent l'appeler. Donc, pour revenir à lui, monsieur Nicolas Sarkozy ne s'était pas caché en 2009 des soutiens apportés à Ali Bongo. Il a orchestré son passage en force avec le soutien patent de M. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été le premier à le féliciter. Aujourd'hui, je pense que la donne change un tout petit peu, parce que ça fait une semaine que M. Ali Bongo s'est proclamé vainqueur, mais n'a reçu les félicitations d'aucun chef d'État. Même si en coulisses, on dit que Nicolas Sarkozy l'aurait encore félicité, je le classe sous le coup de la rumeur, parce que j'ai pas entendu la fameuse déclaration, mais c'est clair
que le système Bongo PDG s'est maintenu avec le soutien et l'appui de la France-Afrique. Nous avons d'ailleurs une base militaire française au Gabon qui, à chaque fois que le pouvoir a vacillé sous la pression de la population, s'est toujours arrangé à le ramener au pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons que les Français, les politiques français, quand il faut nous imposer des chefs d'État, ils ne parlent pas d'ingérence, mais quand il faut les enlever, parce que là, la fraude Ali Bongo Ondimba est prouvée. On a basculé dans des massacres parce qu'il a engagé des milices. Parce qu'en France, ici, on est sous le coup de Vigipirate. On voit des militaires partout, ils ne sont pas cagoulés. Ceux qui circulent au Gabon depuis des mois sont cagoulés. Alors, on va revenir après sur les violences post-électorales et sur le bilan de ces violences. Mais vous soutenez Jean Ping, qui a réussi à incarner finalement l'alternance. Mais Jean Ping, il a eu aussi un parcours au sein de ce pouvoir, de ce système. Il a été un des caciques du régime. En quoi est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui une rupture finalement, puisqu'il a participé à ce régime? Il était très proche, on sait, d'Omar Bongo. Il a eu plusieurs fonctions ministérielles. Cette question est récurrente. Elle revient souvent. Je voudrais vous prendre l'exemple du Sénégal. Macky Sall, il a travaillé avec Abdoulaye Wade. Le président du Burkina, Roch Kaboré, il a travaillé avec Compaoré. Parfois, ceux qui ont été dans la machine, qui l'ont vu fonctionner de l'intérieur, se révoltent encore plus que ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas accès à certaines informations. Je vous prendrai pour exemple le deuxième vice-premier ministre du dernier gouvernement d'Ali Bongo, qui a démissionné il y a 2 jours, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui démissionne à cause des massacres et qui invite Ali Bongo à reconnaître la victoire de Jean Ping. Donc, les êtres humains ont des consciences. N'oubliez pas que nous étions dans un régime de parti unique. Lorsque M. Jean Ping termine sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, il est engagé à l'UNESCO. De par ses compétences. C'est en étant fonctionnaire international à l'UNESCO qu'Omar Bongo Ondimba entend parler de lui et vient le chercher à l'UNESCO. Il en fait d'abord le délégué permanent du Gabon à l'UNESCO, ensuite il lui demande de rentrer pour travailler dans son cabinet. Donc Jean Ping a toujours été quelqu'un dont on reconnaît les compétences, qui a travaillé dans un système parce que c'était le système en vigueur. Certains étaient à l'intérieur avec l'espoir de le changer de l'intérieur. Ils n'y sont pas parvenus. À un moment donné, ils décident d'affronter le système en face parce qu'on ne peut pas le changer de l'intérieur. Ça a d'ailleurs été mon cas. J'ai voulu m'impliquer pendant 3 ans dans le parti. Je me suis rendu compte que c'était impossible. La seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est tourner la page de ces 50 ans de Bongo PDG. Et je pense que M. Ping, il a dit, il a été une partie du problème, il en sera la solution parce qu'il a tiré les leçons de la façon dont le pays a été géré pendant 50 ans. Et nous croyons que pour combattre la mastodonte que sont les Bongos, il nous fallait un poids lourd suffisamment outillé et M. Jean Ping l'incarne suffisamment de par sa formation et de par son parcours professionnel. Alors, la répression, elle a commencé pendant la campagne électorale. Des opposants ont été violentés, arrêtés déjà durant la campagne, mais ça s'est évidemment accéléré avec la contestation de la victoire d'Ali Bongo, avec l'assaut du quartier général de Jean Ping, mais aussi une répression extrêmement violente sur les manifestants. Le gouvernement gabonais parle aujourd'hui d'un bilan de 3 morts et d'1 millier d'arrestations. Est-ce que vous partagez ce bilan ? Si le bilan, vous savez, c'est comme les manifestations en France, hein, selon que vous êtes de l'organisation ou de la police, on n'a jamais le même nombre de participants à la manifestation. Donc le gouvernement d'Ali Bongo a commencé la répression bien avant la campagne. Bien avant la campagne, parce que toute manifestation était interdite. Même des élèves qui font une grève pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon, nous avons des salles de classe avec 200 élèves au collège, 100 élèves en primaire, qui n'ont pas de laboratoire. Il y a des lycées, des collèges qui n'ont pas de table-banc. Les enfants apprennent assis par terre. Ces enfants font des grèves pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions d'enseignement. Ali Bongo leur envoie l'armée.
il leur envoie la police, qui viole les franchises scolaires, qui rentre jusque dans l'établissement scolaire pour aller arrêter les élèves et leurs enseignants. On a vécu ça. Ali Bongo a fait pareil à l'université. Les étudiants grèvent. On envoie les militaires établir une base à l'intérieur de l'université. Ali Bongo est venu avec... voilà, c'est un dictateur qui, pour sa seule forme d'expression, c'est de mater tout le monde. On doit se taire. On ne doit rien dire. Regardez, pour revenir sur son ancien ministre, M. Séraphin Mundunga, il a démissionné avant-hier. Entre avant-hier et aujourd'hui, il a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Ils ont débarqué chez lui, ils ont tout cassé. Ils ont tout vilipendé dans sa maison. Donc, alors que ce monsieur avait les ministères avec le plus de portefeuille qu'on n'a jamais vu. S'il y avait un proche d'Ali Bongo, c'était bien Séraphin Mundunga. Mais il a suffi qu'il lui dise « Là, tu vas trop loin, cher ami, pour que tout de suite, il soit la personne à abattre. » Et c'est ça, Ali Bongo. Et ça a été comme ça pendant tout son septennat. Et aujourd'hui, Ali Bongo, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'a même pas l'intention de limiter les mandats. Parce qu'en 1991, nous avions adopté une constitution qui établissait le multipartisme, réduisait le nombre de mandats présidentiels. Laurence Ndong, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheuse, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru cette année chez l'Harmattan, dont le titre est « Gabon, pourquoi j'accuse ». Vous êtes ici en France très impliqué dans les rangs de l'opposition à Ali Bongo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les raisons pour lesquelles vous contestez les résultats officiels de l'élection présidentielle du 27 août, par laquelle Ali Bongo est reconduit dans son mandat présidentiel? Pourquoi nous contestons les résultats? Donc nous les contestons parce qu'au Gabon, et je crois que c'est partout comme ça, en France aussi, lors d'une élection, dans les bureaux de vote, il y a des commissions électorales. Et dans chaque commission, il y a des représentants de tous les candidats qui concourent à cette élection, avec chez nous, malheureusement, des observateurs nationaux et internationaux à cause des nombreuses fraudes que l'on a souvent observées lors de divers scrutins. Et donc, dans cette élection, ça n'a pas manqué. Il y avait donc dans chaque bureau de vote un représentant de l'opposition. Alors, après la fermeture des votes, le dépouillement est public. Donc, il y a des citoyens peuvent y assister. Donc, ils ont les résultats, bureau de vote par bureau de vote. À la fin du décompte, ces résultats sont consignés dans un procès verbal. Ce dernier est photocopié et remis aux représentants de chaque candidat qui était au bureau de vote. Donc, ce qui fait que nous avons donc les procès verbaux bureau de vote par bureau de vote. Le parti d'Ali Bongo les détient, et en même temps, les observateurs de l'Union européenne qui avaient des observateurs dans un grand nombre de bureaux de vote aussi détiennent une copie de ces procès-verbaux. Et donc le total de toutes ces voix que vous avez, vous, de votre côté centralisé, donnerait Ali Bongo perdant? Énormément. Ça veut dire que les Gabonais ont effectué un vote sanction. Ils pensaient qu'en ayant modifié notre constitution depuis son père, en ayant fait une élection présidentielle à un tour, que c'était à leur avantage. Mais là, les Gabonais ont manifesté leur ras-le-bol des 50 ans du régime Bongo PDG qui a ruiné le pays. Et M. Jamping a obtenu au bas mot 77% des voix, normalement. Alors, vous parlez d'un vote sanction. Qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabegie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit
notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Il n'a pas respecté l'article 14 de notre Constitution, qui dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé au pouvoir. Cette agence nationale des grands travaux est chargée d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour évidemment leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Donc il emporte à fois avec l'article 14 de la Constitution. Il va plus loin. Il signe 70% des marchés de l'Agence nationale des grands travaux, gré à gré, sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits avérés. Lorsque le scandale a éclaté, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est dissoudre l'Agence nationale des grands travaux. Donc on a en face de nous quelqu'un qui a organisé le pillage de l'État, et aujourd'hui les sociétés, les PME sont en train de fermer les unes après les autres, elles licencient, puisqu'elles n'avaient pas de marché. Je vais prendre un exemple simple pour bien éclairer ce que je dis. On nous dit qu'Ali Bongo a fait des hôpitaux. Pourquoi il fait des hôpitaux? Il en a fait. Il est même allé jusqu'à détruire un hôpital emblématique construit par Omar Bongo Ondimba, auquel il avait donné le nom de sa mère, parce que ça se passe comme ça chez nous. Il a détruit cet hôpital sous prétexte qu'il avait de l'amiante. Même bâtiment, on peut le désamianter, parce qu'il fallait le reconstruire. Pourquoi il reconstruit? La seule entreprise qui a reçu l'exclusivité pour construire les hôpitaux au Gabon, c'est l'entreprise Vamed. Elle est dirigée par M. Tomassini, qui est, lui, conseiller spécial du président de la République avec bureau à la présidence, qui est gérant de l'entreprise dans laquelle Ali Bongo est actionnaire majoritaire. Donc, vous voyez le genre de choses dans lesquelles il est allé, et les Gabonais aujourd'hui le savent. Mais pendant ce temps, excusez-moi, je vais terminer, pendant ce temps, la misère des Gabonais s'est accrue parce que les services sociaux de base ont été mis de côté. Alors justement, on va revenir là-dessus, mais vous évoquez la corruption, les marchés de gré à gré. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui donne sur le golfe de Guinée. C'est un petit pays, mais qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Ces ressources naturelles, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas profité aux Gabonais? On pense évidemment d'abord au pétrole. C'est le grand paradoxe du Gabon. Et c'est ce paradoxe-là qui nous emmène aujourd'hui à nous battre corps et âme. Parce qu'au moment des indépendances, le Gabon n'avait que 400 000 habitants en 1960. Lorsqu'il y a eu le boom pétrolier de 1973, le Gabon aurait pu être entièrement construit, les Gabonais auraient pu être mis à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous assistons à 60 ans d'enrichissement illicite d'une oligarchie au détriment de l'ensemble du peuple. Nous avons un pays immensement riche avec la grande majorité de la population qui est immensément pauvre. Et c'est cela que nous ne voulons plus supporter aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'Ali Bongo, il est dans la démence, il est mythomane. Et avec ça, il se présente comme le candidat du changement. Il dit qu'il incarne le changement, mais il incarne quel changement? Puisqu'il est dans la continuité de ce que son père a commencé, et même ce qu'on lui reproche, c'est qu'en 7 ans, il a pillé plus que son père en 42 ans. Et ça, les Gabonais ne sauraient l'admettre, ne sauraient l'accepter. Et c'est faire injure aux Gabonais que de penser qu'un gouvernement à 2 mandats successifs, qui ramenait le septennat au quinquennat et qui établissait une élection présidentielle à 2 tours. Au fil des années, Omar Bongo, avec la complicité de la Cour constitutionnelle, a retiré de la Constitution l'élection à 2 tours, elle est devenue à 1 tour. Le quinquennat est redevenu septennat et le nombre de mandats est redevenu illimité. Ali Bongo ne parle pas de revenir à cela. Or, avec une telle constitution, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Monsieur Jean-Ping s'engage déjà à ne faire qu'un seul mandat et il s'est engagé automatiquement à mettre en œuvre cette réforme constitutionnelle qui va nous placer à nouveau sur le chemin de la démocratie. Donc, lorsque monsieur Ali Bongo se présente comme un démocrate, ce n'est pas vrai. Il ne l'est pas. Parce que cette réforme constitutionnelle, il aurait engagé
pendant son septennat. Parce qu'on l'a appelé de tous nos voeux. Il a même refusé un dialogue national inclusif auquel la société civile et l'opposition l'ont appelé pendant 7 ans. Donc, il a toujours été dans la répression, sauf que cette répression est de plus en plus grandissante et de plus en plus violente parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé et donc il compte sur la terreur. C'est un terroriste d'État. Il compte vraiment sur la terreur pour que les Gabonais se tassent, se terrent comme des taupes et le laissent faire du Gabon ce qu'il veut. Alors, Jean Ping parle de 50 à 100 morts. Est-ce que vous avez établi une liste des personnes disparues ? Nous avons établi une liste des personnes disparues, en effet. Alors, le cynisme et le sadisme de la milice d'Ali Bongo, c'est que lorsqu'ils tuent, ils emportent les corps. Donc, bientôt, nous découvrirons des charniers. Nous avons déjà des adresses. Nous avons des endroits où on nous a déclaré qu'il y avait des fosses communes. Donc, Ali Bongo vit pour le paraître. Lorsque ce monsieur vient dans la presse et peut tenir des mensonges de façon éhontée à la face du monde, il est convaincu que ce qu'il dit va passer. C'est un enfant gâté qui a été élevé, qui pense que tout est assis. Il suffit qu'il claque des doigts et tout le monde accourt. Il suffit qu'il dise que votre chaise est blanche et que même si vous la voyez noire, vous direz qu'elle est blanche. Ce n'est pas possible. Et donc, Ali Bongo est dans ce déni. Et pour mentir une fois de plus à la communauté internationale, il cache les morts. Il tue, ils emportent les cadavres. Donc ça nous empêche, nous, de faire véritablement le décompte. Aujourd'hui, il y a des maisons de pompes funèbres comme Kasebga, la gabonaise de sépulture, qui est fermée et où on a interdiction d'accès. On soupçonne des morts entreposées là-bas. TV5 Monde est allé avec son envoyé spécial, est allé à Kasebga. Rien que quand ils ont vu la caméra, ils l'ont violenté. Ils ont repoussé violemment la caméra, ils ont fermé. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi empêcher à des journalistes d'entrer? Donc nous avons un bilan qui est partiel parce que le régime enlève les morts, les entasse, les enterre dans des fosses communes. Donc nous aurons beaucoup de disparus. Nous avons des portés disparus qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Donc les quelques chiffres que nous avons, c'est ceux dont nous avons vu les corps, c'est ceux que les familles ont déclarés, mais les autres sont simplement portés disparus. Et on n'oublie pas qu'il y a quand même eu près de 1998 blessés qui ont pu être recensés, parce que les blessés, eux, ils ne les tuent pas, qui ont pu être recensés et dont certains ont été brûlés à l'acide. Donc ils ont quand même versé l'acide sur des populations. C'est un vrai massacre qui est en train de se faire. Et cette milice, parce que si ce sont des opérations de maintien de l'ordre, ça se passe dans la rue. Mais ils poursuivent les jeunes jusque dans leur maison. Ils vont les tuer dans leur maison. Ils entrent, ils violent les femmes, ils violent les filles, ils violent les mères. Et tout ça, ils pensent que la communauté internationale ne le saura jamais parce qu'ils ont coupé Internet, parce qu'ils ont coupé les réseaux sociaux, parce qu'ils ont brûlé les télévisions de la société civile et de l'opposition. C'est bien beau de dire que c'est Jean Ping qui a organisé les pillages, mais pourquoi Jean Ping irait faire brûler les seules radios par lesquelles il peut s'adresser au peuple? Parce que là, les radios télé Nazareth est brûlée, TV5, TV+, ils ont saccagé. Donc on voit bien que c'est une action du gouvernement d'Ali Bongo et de ses sbires dans le but de museler l'opposition et de la faire taire à jamais. Alors quelle peut être aujourd'hui l'issue de cette crise? Est-ce que vous allez vous saisir des recours légaux qui sont à votre disposition? Alors, se saisir des recours légaux, c'est comme si le Gabon était un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Ali Bongo viole la Constitution. Ce sont des marchands de tapis qui évoquent la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage. Si on revient sur l'élection présidentielle, que dit le Code électoral? Le Code électoral dit que les résultats sont publiés au plus tard 72 heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais ils ont proclamé 96 heures après. Même ce délai de 72 heures, ils ne l'ont pas respecté. Et donc, les mêmes qui ne respectent pas la loi, parce que M. Ali Bongo sait que la Cour constitutionnelle est dirigée par la maîtresse de son père, qui a eu 3 enfants avec son père, donc qui a des intérêts avec la famille Bongo et qui est à la tête de cette institution depuis 25 ans, depuis 1991, ils ont modifié le texte organique de la Cour constitutionnelle à chaque fois pour permettre qu'elle soit toujours en poste. Ils ont introduit une disposition qui fait qu'elle ne peut être récusée parce que le droit voulant, elle ne peut pas être jugée partie compte tenu de ses liens familiaux avec Ali Bongo. Mais il y a une disposition qui dit qu'elle ne peut être récusée. Donc elle est tenue d'être là. Mais alors si la Cour constitutionnelle est à la main d'Ali Bongo, quelle voie
de contestation légale, il vous reste ? Nous n'avons quasiment pas de voie de contestation légale. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que les résultats, les vrais, soient proclamés. Et en même temps, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, le contentieux doit être vidé au niveau de la Commission nationale électorale. Or là, il n'y a pas eu d'accord, parce que les résultats qui ont été proclamés, les représentants de l'opposition dans la Commission ne les ont pas signés. Donc il y a un contentieux à vider au niveau d'abord de la CENAP avant de faire recours à la Cour constitutionnelle. Or, ils ont déjà transmis les résultats là-bas et ils veulent nous y emmener forcément parce qu'ils savent que la décision sera en leur faveur. Pour bien comprendre, vous demandez en fait la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, parce que nous les avons les procès verbaux. Mais ils savent que sur les procès verbaux, ils n'ont pas pu tricher. Ils ont triché au moment de la centralisation des résultats au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc si on fait simplement une publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme la loi gabonaise ne l'interdit nullement comme ils le disent, par contre ils ont signé un contrat avec la mission d'observation de l'Union européenne et dans ce contrat, il est clairement stipulé que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote, bulletin, procès verbal par procès verbal. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Lorsqu'on est sûr de sa victoire, on refait le décompte. Ils ne veulent pas le décompte parce qu'ils savent qu'ils ont fraudé, mais la fraude est tellement flagrante que le monde entier sait aujourd'hui qu'Ali Bongo est un tricheur, c'est un mauvais tricheur. Alors, Jean Ping appelle aussi au blocage économique du pays avec des grèves. Est-ce que cet appel a été suivi ? Est-ce que M. Jean Ping avait besoin d'appeler à la grève pour que la grève soit suivie ? La grève va de soi. Vous ne pouvez pas demander à une population que vous venez de massacrer. Il y a des femmes qui chargent leurs enfants. On a suivi le reportage en Corse que je vais citer. Ils ont accompagné une mère qui cherchait son fils depuis le 31. Elle est allée jusqu'à faire le tour des morgues. Et dans certaines, on n'a même pas voulu qu'elle entre. Elle va aller travailler la semaine suivante. On est mercredi, on a décimé une population, massacré une population de mercredi à dimanche, et on leur dit lundi matin aller travailler, alors qu'il y a 1 millier de personnes en prison. Ça n'a absolument aucun sens. Et M. Ali Bongo... Non, est-ce que votre mission, la mission des observateurs européens se termine ici ou est-ce que vous avez des recours ? La mission continue son travail. L'équipe cadre est sur place. Nous l'avons dit depuis le tout début, notre travail ne s'arrête pas le jour des élections, il ne s'arrête pas au moment où la compilation est faite et les résultats sont adossés par la CENAP. Nous continuons notre travail d'observation pour observer d'abord jusqu'à demain le délai de 16 heures et les recours éventuels et ensuite, tel que la loi le prévoit, les 15 jours de la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle. Ce qui est important pour nous, c'est que vraiment le processus puisse se poursuivre en toute transparence, d'où notre appel depuis le tout début de la publication des résultats des bureaux de vote et ensuite, évidemment, de faire référence aux voies légales. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est par le biais de la voie légale que la confiance dans ce processus des Gabonais puisse être restaurée. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup, Maria Gabriel, d'avoir accepté notre invitation, observatrice en chef de l'Union européenne. Au Gabon, le bras de fer politique va donc se poursuivre par voie légale. L'opposant Jean Ping, déclaré vaincu à la présidentielle, a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. On écoute l'un de ses avocats tout de suite. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Nous avons exactement 174 PV et lorsque nous compilons tous ces PV, nous nous rendons compte que dans tous les cas, même si on donnait les 30 000 voix restants à M. Ali Bongo, il ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Bonsoir Simon Rodier, notre envoyé spécial à Libreville. Alors Simon, Jean Ping estime avoir constaté des fraudes lors du vote le 27 août dernier. Sur quoi précisément la Cour constitutionnelle va-t-elle se pencher maintenant ? Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, effectivement, le recours qui porte sur les résultats, vous l'avez entendu, du Haut-Ogooué, des contradictions, des anomalies. Le Haut-Ogooué, vous savez, c'est cette province à l'est
du pays pro-Bongo, à tel point que la participation a été très élevée, 99,93%, plus de 95% pour Ali Bongo, ce qui a fait effectivement basculer le résultat. Une commission dans le clamping s'est penchée sur la question ces derniers jours. Ils ont pris le temps de la réflexion donc pour déposer ce recours. Moi, j'ai confiance en la justice, et c'est ce que nous disait tout à l'heure l'avocat, alors que, au départ, ils ne souhaitaient pas forcément ce recours devant une cour constitutionnelle dont ils n'ont pas vraiment confiance. Il faut confronter les PV que possèdent les candidats. Alors, ils demandent à la cour constitutionnelle de se pencher sur ces PV, et puis aussi une expertise internationale pour garantir la transparence, pour aider à recompter les voix. Le clan Bongo, lui, n'a pas déposé de recours. Pourtant, tout à l'heure, le ministère de la Communication nous disait que les juristes s'affairaient sur des anomalies, là aussi, qui auraient été constatées dans le clamping, mais ils ne sont donc pas allés jusqu'au bout. Concrètement, maintenant, les magistrats de cette cour constitutionnelle ont un maximum de 15 jours pour rendre leur verdict. Alors, dans la journée, Simon, le gouvernement gabonais a parlé à la presse. Il a annoncé le report sine die de la mission de l'Union africaine qui devait arriver dans les tout prochains jours. Écoutez le ministre des Affaires étrangères. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Et il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Alors justement, Simon Rodier, où en est-on ce soir au niveau sécuritaire à Libreville ? Eh bien, écoutez, lorsque l'on regarde la rue de Libreville, effectivement, on remarque que l'activité est là, les marchés, les magasins sont ouverts, mais il y a aussi des policiers en faction un peu partout, notamment dans des quartiers de contestation. Et puis surtout, lorsqu'on écoute la rue, on ne sent pas vraiment la sérénité dont parle le ministre de l'Intérieur gabonais. Des gens sont marqués psychologiquement par les violences de la semaine dernière. Certains sortent à peine de détention. Il y a eu des morts également. Quelques-uns sont même marqués dans leur chair par la détention. Alors que restent de nombreuses questions encore sur le déroulé de ces violences de la semaine dernière. Eh bien, tout cela, évidemment, ne permet pas d'apaiser totalement les esprits ici à Libreville. Merci Simon Rodier, notre envoyé spécial au Gabon. Ali va partir, Ali va partir, Ali va partir, Ali va partir, à la CPI, Bongo va partir.
Viens chercher Ali Bongo. Viens chercher Ali Bongo. Viens chercher Ali Bongo. Viens chercher Ali Bongo va, soi-disant, visiter des militaires qui, eux, auraient été agressés par la foule. Mais comme ce sont des piètres comédiens, sous la blouse, on voit le col de la chemise qui est bien repassé. Donc on n'a pas affaire à un blessé, on a bien affaire là encore à de la manipulation parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, Ali Bongo est prêt. Il a tué des Gabonais parce qu'il veut rester au pouvoir. Tant qu'à faire qu'on lui offre un Gabon mort, on reste chez nous, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. S'il avait besoin de nous, il nous considérerait, il respecterait nos droits, il respecterait le droit de vote de la population, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il va de soi que nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner une économie qui sert à remplir les caisses des bongos, qui sert à leur faire acheter des villas dans le monde entier, qui sert à leur faire acheter des voitures de luxe. L'épouse de M. Ali Bongo est la seule épouse de chef d'État au monde qui a son propre avion privé. Et donc, M. Ping, déjà, n'a jamais appelé à ce blocage. Parce que, où l'aurait-il fait ? Il n'avait plus de moyens d'expression, puisqu'il n'a pas accès à la télévision d'État. Télé Nazareth, où il aurait pu s'exprimer, était saccagé. TV+, saccagé. Les réseaux sociaux bloqués. Donc, il faut comprendre, Ali Bongo veut faire croire que le soulèvement du peuple, c'est un soulèvement manipulé par Jean Ping. Mais ce n'est pas la vérité. Il dit que comment un peuple peut se lever de façon simultanée dans toutes les villes du pays. Ça veut dire que c'est coordonné. Ben non, c'est un ras-le-bol généralisé qui s'exprime. Et ça, M. Bongo ne veut pas le comprendre. Les Gabonais en ont marre. Et aujourd'hui, les Gabonais manifestent dans le monde entier. Donc, si M. Jean Ping a manipulé au Gabon, je ne pense pas qu'il a eu le temps d'appeler à Ottawa, d'appeler à Washington, où les compatriotes étaient hier au Congrès américain, d'appeler toutes les villes de France où il y a des Gabonais. C'est la manipulation. La manifestation qui a lieu aujourd'hui, les manifestations des Gabonais sont un ras-le-bol. Il ne s'agit plus d'un combat entre Jean Ping et Ali Bongo. C'est un combat entre Ali Bongo et le peuple gabonais qui a élu Jean Ping. Et ce peuple gabonais dont ils nient les droits, ce peuple gabonais qu'ils ont opprimé pendant 50 ans et qui maintenant dit non. Et donc, il ne faut pas continuer de présenter ce combat comme deux partisans, deux candidats qui se chamaillent. Non, c'est vraiment le peuple gabonais qui est derrière Jean Ping. Parce que, où sont les partisans d'Ali Bongo ? On ne les a jamais vus, on ne les a pas entendus parce qu'ils n'existent pas. C'est juste une petite oligarchie qui profite des biens du pays et qui veut se maintenir par la force pour opprimer tout un peuple. Mais cette fois-ci, nous leur disons, 2016 n'est pas 2009. Ce qui s'est passé en 2009 ne se reproduira pas en 2016. Donc nous continuons nos manifestations. Samedi à Paris, encore, il y aura une manifestation des Gabonais de France qui viendront de partout pour dire que nous ne sommes pas d'accord et pour exiger aussi une intervention franche de la France qui a contribué à ce qu'Ali Bongo soit au pouvoir. Maintenant qu'elle contribue à le démettre en l'amenant à accepter qu'il a perdu l'élection et qu'il s'en aille. Je vous remercie, Laurence. Donc. Merci à vous. Ce que nous disons, c'est qu'à chaque fois, les faits sur lesquels nous nous prononçons sont des faits observés par nos observateurs. Et là, nous avons effectivement relevé que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats doivent être regardés attentivement. Parce que lorsqu'on prend en compte les non-votants et les bulletins blancs et nuls, nous avons relevé l'anomalie évidente. Exemple très concret, basé sur l'observation directe de nos observateurs, dans une des commissions électorales locales des 15 dans la province de Haut-Ogooué, le nombre de non-votants est supérieur à celui qui a été ensuite annoncé comme la fin du processus par la CENAP. Donc pour nous, il s'agit de continuer à observer l'ensemble du processus en se focalisant sur l'analyse de chaque province. Mais encore une fois, nous nous prononçons uniquement sur ce que nos observateurs ont pu constater sur place. Alors, vous parlez de cette province du Haut-Ogooué. Vous dites que vous n'avez pas eu accès aux résultats d'une autre province, c'est bien cela ? Effectivement, non conformément au protocole d'accord qui a été signé entre la République gabonaise et l'Union européenne, nos observateurs n'ont pas eu accès à toutes les commissions électorales locales et provinciales.
nous avons pu observer dans 7 des 9 provinces et nous avons également pu constater que dans la province de Ogooué, les résultats n'ont pas été annoncés publiquement. Donc nous nous prononçons uniquement sur la base de ce que nous avons vu, mais force est de constater que notre accès a fortement différencié en fonction des différentes provinces. Qu'est-ce que vous répondez à Ali Bongo? On vient de l'entendre dans le sujet. Il s'étonne qu'on ne parle pas de la localité où Jean Ping a fait 100%. Est-ce qu'il y a une localité où Jean Ping a fait 100% d'abord? Écoutez, il faut vraiment qu'on soit très clair quant au rôle de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Depuis le tout début du processus, nous rencontrons tous les acteurs de ce processus électoral. Nous discutons avec toute partie prenante. Donc aujourd'hui, pour nous, il ne s'agit pas de se prononcer sur la déclaration d'un tel ou d'un autre. Nous continuons à respecter notre mandat. Alors donc, sur votre mandat, la mission reste ouverte au dialogue avec tous. Alors oui. Sur votre mandat précisément, hier sur notre antenne, Alain-Claude de Bilibinzé, le porte-parole du gouvernement gabonais, affirmait que les observateurs de l'Union européenne avaient outrepassé leur mandat. Je le cite, ils ont voulu transporter des urnes et participer au dépouillement. Est-ce que c'est vrai? Ce que moi, je peux dire clairement, c'est que chacun des membres de l'équipe de la mission d'observation électorale a signé un code de conduite et il l'a respecté. Donc pour nous, il s'agit vraiment de continuer en toute neutralité et impartialité, de poursuivre le travail, ce que nous avons fait jusqu'ici. Vous n'avez pas donc outrepassé votre mission selon vous? Non. Les autorités accusent également l'un de vos membres de connivence avec l'opposition, Xavier Nock. Qu'en est-il? Écoutez, d'abord, Xavier Nock n'était pas seul, il était avec un autre expert dans la mission. Ils sont ensemble avec, parce qu'il faut pas citer un seul. Lorsqu'on parle de la mission d'observation électorale, il faut dire qu'il y a une équipe cadre qui est basée à Libreville. Et dans la nuit du 30-31, nous avons tous suivi minute par minute ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que les experts ont continué leur travail comme tout au long de la mission. Le 31 août n'a pas été différent des jours précédents. Nous avons continué à parler avec tous les acteurs, à pouvoir s'adresser aux autorités pour que justement on aille à ce qui est dit dans le protocole d'accord entre la République gabonaise et l'Union, c'est-à-dire que les observateurs, la République gabonaise s'est engagée à avoir accès à tous les niveaux de la compilation des résultats. Donc il est tout à fait normal que nos experts soient sur place, qu'ils puissent parler avec tous ceux qui sont présents. Et sur ce, nous sommes restés et dans le cadre de notre mission et nous avons respecté l'engagement que nous avons pris d'observer et non pas d'intervenir de quelconque manière que ce soit. Maria Gabriel, qu'est-ce qui se passe maintenant ?